Conférence suivante, démographie, ADN et Bible, par Esther Louis, qui est ingénieure centrale Supélec, qui est docteur en physique, qui a aussi par ailleurs étudié le chinois et étudié l'hébreu, ça sera pour demain, et qui a participé à une journée séchée à Paris à l'âge de 2 mois. On peut dire qu'elle est tombée dans la marmite. Bonjour, du coup, à ceux que je n'ai pas encore vus. Vous m'entendez bien au fond de la salle? Oui, parfait. Très bien. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de démographie et génétique. Et vous avez vu depuis le début de toutes ces conférences, on voit que plus on a la foi, plus on croit en la Bible, et plus Dieu nous éclaire. C'était ce que nous a dit le chanoine à la conférence juste avant. C'est ce qu'on a vu aussi avec la citation de Crombette. La foi, loin d'être qui était noire de la science et de l'esprit, en est la lumière véritable. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui ont la foi et qui font des découvertes magnifiques grâce à cette foi en la Bible. Donc on va parler en particulier de sciences des populations. Pour ce faire, on va aborder le sujet en 2 volets. Le premier volet, ça va être sur la démographie. J'ai essayé de simplifier au maximum. L'idée, c'est pas de perdre tout le monde avec des calculs compliqués, mais c'est vraiment d'avoir des clés et de voir qu'avec le bon sens, en fait, on peut s'en sortir et réussir à comprendre ce qui est plus logique entre une vision biblique du monde et une vision plus évolutionniste, on va dire. Et ensuite, le deuxième volet, ça sera sur la génétique. Donc on va poser quelques éléments de base et ensuite je vous présenterai des travaux qui ont été menés par des chrétiens et qui montrent qu'au final, l'humanité est une vaste famille. Donc tout d'abord, sur la démographie, on va voir une petite illustration du sujet. Donc je pense que parmi vous ici, il y a beaucoup de parents, grands-parents. Je ne sais pas si... Pardon? Ah bon. Très bien. Oui, donc je pense qu'il y a beaucoup de parents, grands-parents ici, et je ne sais pas si vous avez fait le calcul dans 1 siècle et demi, combien de personnes descendront de vous. Donc j'ai fait le calcul pour vous, en tout cas, en faisant l'hypothèse que il y avait 4 enfants à chaque génération. C'est plus facile d'avoir le même nombre d'enfants à chaque génération pour faire les calculs. Et j'ai considéré des générations de à peu près 30 ans. C'est ce qu'on considère classiquement. Voilà, donc à partir d'un couple, on peut avoir, donc la première génération, s'il y a 4 enfants par couple, le calcul n'est pas trop compliqué, ça fait 4, donc au bout de 30 ans. À la génération d'après, si on considère que chaque enfant va se marier et avoir le même 4 enfants, on va avoir 16 petits-enfants. La génération d'encore après, il y en aura 64. Et ensuite, au bout d'1 siècle et demi, il y a 1024 personnes qui descendent de ce même couple. Donc c'est avec 4 enfants par couple, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais on voit qu'en partant d'un seul couple, on arrive à 1024 personnes au bout de 150 ans. Donc c'est quand même impressionnant. Donc j'ai refait le calcul, évidemment, on peut faire le calcul avec différentes hypothèses, et là je suis partie donc mon cas de base c'était avec 4 enfants par femme. On aurait pu le faire avec 3 enfants par femme. Donc 3 enfants par femme, au bout de 150 ans, il y a seulement 243, 3 fois arrière, petits-enfants. Si on était parti de 10 enfants par femme, donc là c'est un cas un peu énorme, mais à la limite, naturellement, c'est possible. Au bout de 150 ans, il y a 100 000 personnes qui descendent du couple initial. 100 000 personnes, c'est vraiment beaucoup. Pour image, la ville de Lyon, c'est 500 000 personnes. Vous imaginez, il y a 20% de la ville de Lyon qui pourrait descendre dans ce couple au bout de 150 ans. Dans un cas improbable où vous avez des personnes qui ont 10 enfants à chaque génération, mais en soi, naturellement, ce serait possible. Voilà, donc l'idée ici, c'est de dire que, de voir avec les mains, avec des petits calculs simples, de vous faire toucher du doigt cette idée selon laquelle la croissance de la population est vraiment un phénomène exponentiel et où ça peut aller vraiment
très 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 vite. On peut avoir une très très forte croissance en peu de temps. Voilà, donc là pour l'instant c'était pour vous faire toucher du doigt, c'est des idées un peu... enfin voilà, des petits exemples. Mais on peut regarder les chiffres officiels de la population. Donc là j'ai repris les chiffres de l'ONU sur la population mondiale, l'évolution de la population mondiale entre 1800 et 2024. On voit qu'en 1800, il y avait 1 milliard de personnes. Donc c'est 1 milliard d'habitants, je ne sais pas si vous voyez au fond de la salle. Mais en 1800, il y avait 1 milliard d'habitants. En 1927, il y avait 2 milliards d'habitants. Et en 2024, on a à peu près 8 milliards d'habitants sur Terre. Ce qu'on voit, évidemment, c'est que la croissance va très très vite. On passe de 1 milliard en 1800 à 8 milliards en 2024. C'est impressionnant. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même assez peu d'impact des guerres, des famines, des génocides, etc. Sur la croissance de la population. Voilà, parce que au final, le XXe siècle, il y a un siècle où on a eu énormément de génocides, on a eu 2 guerres mondiales, on a beaucoup de personnes qui sont mortes en Union soviétique, en Chine, il y a eu beaucoup de famines, certaines famines étaient programmées, et malgré tout, on arrive à avoir une croissance incroyable de la population mondiale. Alors évidemment, c'est contrebalancé aussi enfin, voilà, une bonne hygiène, etc., des progrès dans la médecine, mais il y a la contraception, il y a toutes ces guerres, et malgré tout, on voit qu'on a une très très forte croissance de la population mondiale. Donc maintenant, ce qu'on va voir, donc ça c'était un peu des exemples pour vous montrer simplement que ça peut aller très vite, en très peu de temps. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les chiffres de l'INED et ce qu'eux proposent comme modèle sur l'évolution du nombre d'habitants sur Terre au cours de l'histoire. Donc l'INED, oui juste, l'INED c'est Institut National des Études Démographiques. C'est l'Institut français en gros qui étudie la démographie. Donc ça, c'est le graphique qu'ils font, c'est une étude qui a été faite par Jean-Noël Biraben, que vous pouvez trouver en ligne, c'est un peu une étude de référence. Donc ici on voit l'évolution de la population mondiale au cours des âges. Donc ça commence en moins 65 000 et ça finit, bon là c'est en 5 000 parce que c'est gradué tous les 5 000 ans à peu près. Ici vous avez l'an 0 avec Jésus. Et c'est gradué, c'est une échelle logarithmique. Donc là vous voyez, vous avez 0 habitants, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard et 10 milliards. Et donc, enfin voilà, donc je vais vous expliquer la courbe un peu au fur et à mesure. Ce qui est précisé en amont de cette étude, c'est qu'on a des textes et des recensements qui permettent une estimation sur base documentaire seulement à partir de l'Antiquité. Et ça, c'est seulement là où on retrouve des documents, évidemment, donc c'est-à-dire l'Empire romain principalement, et aussi l'Empire chinois. Pour le reste, c'est des estimations. Et ensuite, on a des descriptions de plus en plus fiables de la population de tous les pays, à partir de 1500. Donc vous voyez qu'à l'échelle de l'humanité, au moins celle qu'il propose, on commence à avoir une estimation fiable de la population très très tard. Enfin, c'est entre l'Antiquité et 1500 qu'on commence à avoir des estimations fiables. Et précédemment, évidemment, les chiffres avancés sont des estimations. Donc si on revient sur la courbe, donc ça c'était leurs hypothèses, maintenant si on revient sur la courbe, ce qu'ils proposent, c'est qu'on a une croissance exponentielle depuis 8000 ans, donc c'est ce que vous voyez encadré ici, donc vous voyez la courbe, elle croît d'une manière complètement exponentielle. Ensuite, on a une quasi-stagnation autour de 6 millions d'individus, de moins 35 000 à moins 10 000. Donc vous voyez là, c'est quasiment plat, donc vous avez un peu... Ça varie un peu autour de 6 millions. Et ensuite, vous avez une phase de croissance presque exponentielle, et ensuite une autre phase de stagnation autour de environ 600 000 individus.
de moins 65 000 à moins 37 000. Donc ça, c'est les chiffres officiels de l'INED. Juste pour avoir les choses en tête, une quasi-stagnation autour de 600 000 individus, de moins 65 000 à moins 37 000, ça revient à dire qu'on a environ la ville de Lyon sur 12 fois et demi le temps qui nous sépare de l'Antiquité. Sachant que, en plus, c'est pas des gens qui étaient tous regroupés au même endroit, c'est des gens qui étaient éparpillés un peu sur la surface du globe. Et donc voilà, donc, vous savez, parfois on vous parle de consanguinité dans la Bible, etc. Voilà, je pense que la question peut se poser aussi. Dans ce cas-là, si vous avez seulement 600 000 personnes et donc pas du tout de renouvellement de la population sur 12 fois et demi le temps qui sépare de l'Antiquité, enfin, c'est énorme, 12 fois et demi. Enfin voilà, forcément ça pose des problèmes au niveau de la consanguinité. Oui, et aussi, enfin, mathématiquement, c'est quand même assez complexe à imaginer que, en gros, on est toujours à un taux de fécondité de à peu près 2 enfants par femme, donc modulo évidemment la mortalité infantile, etc. Mais mathématiquement, c'est impossible d'avoir une courbe qui soit aussi plate sur un temps qui soit aussi long. Voilà, donc c'est exactement l'idée de ce graphique, c'est-à-dire que de moins 3 millions d'années à moins 65 000 ans, la population n'aurait pas dépensé quelques centaines de milliers d'individus. Donc moins 3 millions d'années, c'est l'apparition de l'espèce Homo, du coup, selon la science officielle. Donc vous voyez, sur le graphique, ça paraît impossible de se dire il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Et tout d'un coup, il y a une croissance exponentielle de la population. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'avoir une modélisation simple. Encore une fois, on n'est pas ici pour faire quelque chose de très compliqué. Enfin, je suis pas en train d'écrire un article scientifique sur le sujet. Le but, c'est de vous donner un outil mathématique qui vous permette d'appréhender la chose de manière facile, de pouvoir refaire les calculs chez vous si vous voulez. Et finalement, on verra que ça marche pas si mal. Donc l'idée, c'est de modéliser la population par une suite géométrique. Pour beaucoup, vous avez déjà vu ce que c'était qu'une suite géométrique, mais donc on a une suite... non, oui, j'espère. Une suite géométrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on part de la génération U0. U0, c'est le nombre de personnes à ma génération initiale. Et on dit qu'à chaque génération, ils ont X enfants. Voilà. Donc on va fixer X et on divise par 2. Parce qu'évidemment, à chaque fois, il faut qu'il y ait un couple pour avoir des enfants. Donc on est obligé de diviser la population mondiale par 2 pour avoir le taux de fécondité par femme. Ce que je prends pour mon application, donc évidemment là je fais l'hypothèse d'un taux de fécondité constant depuis l'origine de l'humanité. C'est pas vrai, c'est une hypothèse, etc. Mais c'est juste pour avoir une idée en tête. Et donc, pour faire mon application numérique, je vais prendre environ de 22 à 32 ans par génération. Donc j'ai pris 30 ans. Et j'ai pris 2,31 enfants par femme en 2024. Donc c'est le taux de fécondité actuel. Ça, c'est les chiffres que je tire de l'ONU. Donc je ne les ai pas inventés, c'est les chiffres qu'on a en 2024. Et voilà, et donc si je pars d'un couple initial, si je considère qu'on a 3 générations en simultané, donc on considère qu'à chaque fois les grands-parents, les parents et les enfants vivent en même temps, et donc à chaque fois ça se décale d'une génération, eh bien je vais avoir une courbe qui a cette tête-là. Donc c'est-à-dire qu'on considère l'apparition de l'humanité en moins 2400 pour avoir 8 milliards d'individus en 2024. Donc c'est quand même très très cohérent avec la Bible qui parle de Noé. Donc le déluge de Noé, c'est moins 2348, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on retrouve à peu près le bon chiffre.
C'est impressionnant quand même. Enfin, je ne sais pas si vous aviez un peu en tête ce schéma-là, et de se dire que si on part d'un couple initial en moins 2400, s'il y a 2,31 enfants par femme qui est le taux de fécondité actuel, on peut bien avoir 8 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui. Donc évidemment, le taux de fécondité, comme je vous disais, il n'est pas forcément constant. Donc j'ai essayé de faire un peu quelques applications numériques pour pouvoir comparer ce que propose l'INED aujourd'hui et ce qu'on peut proposer avec notre petit modèle tout simple. Donc si on dit que le premier couple humain remonte il y a 300 000 ans, donc 300 000 ans officiellement c'est l'apparition de l'Homo sapiens, ça veut dire qu'on a un taux de fécondité qui est à 2,0044. C'est hyper faible, c'est impossible. Et pour se donner une idée, si on a un taux de fécondité comme ça veut dire que au début, le temps de passer à une génération où il n'y a plus de 2 enfants, il faut 184 générations, soit 5500 ans. Si je considère l'origine de l'humanité, alors évidemment il y a des incertitudes sur l'apparition de l'Homo sapiens entre 200 000 et 300 000 ans. Donc allez, on va aller dans le cas qui est le plus favorable à la vision évolutionniste. On prend à peu près 200 000 ans. Là, il faudrait attendre 3600 ans pour avoir une population mondiale qui dépasse les 2 personnes. Évidemment, c'est pas ce que dit l'INED. Eux, ils pensent qu'il y a une croissance très très forte. Donc, c'est-à-dire un taux de fécondité qui est beaucoup plus fort que les 2,0044. Et ensuite, il y a d'autres moments où, alors là, pour le coup, le taux de fécondité est vraiment à 2,0000 à l'infini. Ce qui est mathématiquement un peu compliqué. Et juste, je suis repartie avec l'hypothèse du début, 4 enfants par femme. Et donc là, on pourrait même avoir un premier couple qui serait apparu il y a 960 ans. Donc c'est-à-dire que si, à chaque génération, il y avait eu 4 enfants par femme, on pourrait avoir un premier couple qui serait apparu il y a 960 ans. C'est impressionnant. Voilà, donc ce que je vous disais, la réalité est un peu plus complexe parce que le taux de fécondité n'est pas tout à fait constant. Le taux de mortalité infantile est également variable en fonction des époques. Et aujourd'hui, on a aussi le recours aux moyens de contraception qui a une influence sur le taux de fécondité. Voilà, désolée, j'ai pas la même voix que M. Chanel qui porte. J'étais obligée d'attendre le micro. Voilà, donc pour tirer les conclusions de ce que je viens de vous présenter, on voit qu'il est tout à fait raisonnable d'adopter une origine récente de l'humanité, il y a quelques milliers d'années, et à partir d'un unique couple. La question, on se la pose souvent à l'envers, on se dit, mais on est 8 milliards d'individus sur Terre, c'est énorme, enfin, comment est-ce qu'on peut arriver à 8 milliards? Forcément, il faut que l'humanité soit super vieille. Et en fait, pas du tout. On a vu, là, on a montré qu'avec seulement 2,31 enfants par femme, on peut tout à fait arriver à 8 milliards de personnes au bout de 4 000 ans. Voilà, et donc le petit bonus pour la fin, donc j'ai représenté les chiffres de l'INED sur un graphique, j'ai représenté ma proposition. On voit que ça fit plutôt bien donc, sur les derniers siècles. Alors quand je dis ça fit plutôt bien, évidemment le fit n'est pas forcément parfait parce que, encore une fois, c'est un modèle assez simple avec un taux de fécondité constant, etc. Mais on voit que ça fit bien sur les derniers siècles, c'est-à-dire ceux qui seront fiables au niveau des estimations de la population mondiale.
Voilà, donc ça c'était la première partie sur la génétique, sur la démographie. Et maintenant on va passer sur la génétique. Donc on va commencer par quelques petits éléments de base. Voilà, donc ça c'est le schéma d'une cellule. Je pense que vous avez déjà tous vu en SVT biologie le schéma d'une cellule. Donc on va s'intéresser un peu d'une manière un peu simplifiée. Donc imaginons que votre cellule c'est ce grand rond gris. Vous avez le noyau qui est en violet ici et qui contient votre ADN. Et vous avez aussi des petites mitochondries qu'on voit ici, qui sont des petites ouvrières dans vos cellules et qui contiennent leur propre ADN, qu'on appelle l'ADN mitochondrial et dont vous avez entendu parler tout à l'heure. L'ADN nucléaire, donc c'est-à-dire celui qui se situe dans le noyau, il est hérité à 50% de votre papa, 50% de votre maman, et en revanche, l'ADN mitochondrial se transmet uniquement par les femmes. Voilà. De la même manière, donc il y a les chromosomes que vous possédez sont issus de vos parents. Vous savez sans doute que les hommes, leur dernière paire de chromosomes c'est XY, les femmes c'est XX. Donc une femme va forcément transmettre à son enfant un chromosome X, et ensuite, en fonction du chromosome que le père transmet, donc c'est-à-dire soit un chromosome X, soit un chromosome Y, l'enfant va être soit une petite fille, et donc si c'est XX, soit un petit garçon si c'est XY. Et donc de ce fait, le chromosome Y va quasiment entièrement échapper aux recombinaisons des chromosomes, et donc il va se transmettre uniquement de père en fils. Et donc c'est-à-dire que pour les hommes ici présents, votre chromosome Y est le même que celui de votre père, le même que celui de votre grand-père, le même que celui de son père à lui, etc. Voilà, donc dans le reste de l'étude, on va faire un focus vraiment sur l'ADN mitochondrial qui est hérité uniquement de la mère et sur le chromosome Y qui est hérité uniquement du père. Et on verra par la suite pourquoi. Ensuite, je pense que vous avez tous entendu parler des mutations. Donc les mutations génétiques, c'est des petites mutations qui vont survenir au niveau de votre ADN. Et heureusement, on a des mécanismes de réparation de l'ADN qui permettent de contrer ou de réparer ces erreurs la plupart du temps. Malgré ça, une fois de temps en temps, il y a quelques mutations qui échappent à ces systèmes de réparation. Et certaines de ces mutations peuvent se transmettre à la descendance. Et donc, comme on a vu que le chromosome Y était hérité uniquement de père en fils et que l'ADN mitochondrial était hérité uniquement par la mère, une mutation héritée va être forcément transmise aux descendants. Il ne peut pas y avoir une espèce de recombinaison qui fait que la mutation est dans la partie qui n'est pas prise. Donc si vous héritez une mutation de votre père sur le chromosome Y, vous allez le transmettre à votre fils. Et pareil, une mutation sur l'ADN mitochondrial qui est hérité de la mère va être forcément retransmise aux enfants. Quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que les homoplasies sont rares, c'est-à-dire, c'est quoi une homoplasie? C'est une mutation qui est commune, ou c'est une coïncidence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même mutation de quelqu'un parce que vous l'avez hérité du même ancêtre commun. En revanche, il y a quand même très très peu de chances que deux personnes aient la même mutation qui surviennent de manière purement aléatoire et où ce soit une pure coïncidence, où c'est pas hérité d'un ancêtre commun. Et du coup, ce qui ressort de ça, c'est qu'on va pouvoir retracer une sorte d'arbre généalogique à partir des mutations. Parce que si vous avez... c'est-à-dire que si on peut identifier le fait que vous ayez un ancêtre commun parce que vous avez la même mutation, et bien du coup on va pouvoir dire telle personne et telle personne descendent d'un ancêtre commun, telle personne et telle personne descendent d'un ancêtre commun, etc. On va étudier ça un peu plus en détail.
La deuxième question sur les mutations, ça va être l'horloge moléculaire. Parce que si on connaît le nombre de mutations qui séparent des individus d'un de leurs ancêtres, si on connaît la vitesse de mutation, c'est un peu la même chose que la relation entre la distance, le temps et la vitesse, et bien, au final, on va pouvoir estimer la période à laquelle a vécu cet ancêtre. Évidemment, de faire ça, ça requiert de faire l'hypothèse d'une vitesse de mutation constante. Parce que si la vitesse de mutation bouge tout le temps, évidemment, ça va être compliqué d'estimer ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est la théorie. En pratique, si on reprend un arbre généalogique, j'essaie de parler, c'est lui qui grésille. Donc voilà, donc vous avez un couple initial, donc ça va être les grands-parents. On va s'intéresser au chromosome Y, du coup on va s'intéresser uniquement aux hommes sur ce schéma. Donc le grand-père a une mutation, donc ça va être la mutation orange, qui va transmettre, forcément il la transmet à ses fils. Donc elles sont, on voit, ils ont tous la mutation, évidemment sa fille n'en a pas parce que c'est sur le chromosome Y, elle n'a pas de chromosome Y. Et ensuite, chacun des fils va avoir lui-même une mutation qui lui est propre. Donc vous voyez, c'est des petites mutations qui sont de couleurs différentes. Et on voit qu'à la génération des petits-enfants, les petits-fils vont avoir la mutation orange du grand-père. Donc elle va être commune à absolument tous les petits-fils. Et ensuite, chaque série de frères va avoir en commun la mutation qui vient de leur père. Vous voyez, à chaque fois, c'est le cas. Et donc là, l'idée est facile parce que je fais l'hypothèse qu'il y a une nouvelle mutation à chaque génération. Et donc on voit que voilà, ceux qui ont une mutation de différence vont avoir une génération de différence. Voilà, donc pour la suite, on va voir cet arbre généalogique, c'est la partie la plus intéressante, qui est reconstruit à partir de notre ADN. Donc là, c'est une grosse nouvelle, et pourtant c'est assez connu dans le monde scientifique, mais tout le monde reconnaît qu'il y a un Adam Y chromosomique et une Ève mitochondriale, donc on va expliquer ce que ça veut dire. Là j'ai pris des revues qui ont été publiées dans Science and Nature, donc c'est les deux grandes revues scientifiques dans le domaine. Et ce que les scientifiques reconnaissent aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul père de l'humanité en voie patrilinéaire. En voie patrilinéaire pure, et une seule mère de l'humanité en voie matrilinéaire pure. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Évidemment, pour les chrétiens, ça va nous faire penser à deux couples de la Bible qui sont à l'origine de l'humanité. Donc le premier, vous l'aurez reconnu, c'est Adam et Ève. Et le deuxième couple, c'est Noé et sa femme. Donc tous les hommes par voie patrilinéaire pure descendent de Noé. En revanche, par voie matrilinéaire, on descend des trois belles filles de Noé, qui ne sont pas forcément elles-mêmes des filles de Noé. Mais elles descendent forcément toutes d'Ève, évidemment si on prend le récit de la Bible. Donc maintenant, si je compare un peu ce que dit la vision évolutionniste et ce que dit la Bible, donc la Bible dit que Adam et Ève étaient en couple. La littérature scientifique dit que probablement pas, parce que la littérature scientifique considère qu'ils ont vécu à des époques différentes. Donc Adam, Noé, auraient vécu il y a à peu près 60 000 à 300 000 ans, tandis que Ève aurait vécu il y a 150 000 ans. Alors que la Bible nous dit que Noé et ses belles-filles ont vécu il y a 4500 ans, tandis que Adam et Ève ont été créés il y a 6000 ans. Oui, et ce que j'oublie de dire aussi, c'est que la littérature scientifique pense aussi, et donc c'est pas du tout quelque chose qu'on voit à cet endroit-là de l'ADN,
mais pense aussi qu'il y aurait d'autres ascendants de l'humanité, que c'est simplement la voie patrilinéaire pure et la voie matrilinéaire pure, et qu'il y aurait d'autres ascendants de l'humanité. Mais à ce point de vue-là, de l'ADN, évidemment, on ne la trouve pas. Donc, la question qui se pose, au final, la vraie question, et la seule, finalement, qui nous permet de différencier entre un modèle évolutionniste et un modèle créationniste, c'est la question de l'horloge moléculaire, c'est-à-dire la question de la vitesse de mutation. Et donc, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que, on peut considérer que la vitesse de mutation est à peu près constante? Et deux, si oui, on peut considérer que la vitesse de mutation est à peu près constante, c'est quoi sa valeur? Et du coup, est-ce que ça cadre plus avec un modèle créationniste ou est-ce que ça cadre plus avec un modèle évolutionniste? La première question, au final, je ne sais pas y répondre. Donc voilà, je vous le dis très franchement, il y a du pour, il y a du contre. Il y a certaines personnes qui avancent des arguments en disant que la vitesse de mutation n'est pas du tout constante d'une époque à l'autre, voire d'une personne à l'autre. Il y a d'autres personnes qui, en revanche, disent que si on peut considérer une première approximation qui est de dire qu'on a une vitesse de mutation qui est à peu près constante, et même on peut en déduire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, donc je penche quand même plus pour la deuxième option, et c'est celle que je vais vous présenter ici. Donc la deuxième question dont je vous ai parlé, c'est la question de la valeur de la vitesse de mutation. Donc là, je me suis appuyée sur les travaux de Nathaniel Jeanson. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et je vous ai mis certains de ces articles en bas. Nathaniel Jeanson, c'est un docteur en génétique qui avait fait son doctorat à Harvard, donc une des universités les plus prestigieuses au monde. Et donc, il regroupe un peu différentes études et il analyse un peu le sujet pour voir, pour estimer une vitesse de mutation. Et ce dont il s'aperçoit, donc c'est le graphique que vous avez ici, c'est que c'est pas du tout en ligne avec le modèle évolutionniste. Donc là, vous avez ce qu'on appelle Junger's créationniste. Désolée, j'ai un accent terrible en anglais. Là, vous avez le modèle évolutionniste, et là, vous avez ce qu'on constate actuellement au niveau de la diversité, au niveau en fait du nombre de mutations qu'on voit sur le chromosome Y au niveau de la population, et on voit que ça cadre beaucoup mieux avec un modèle créationniste. Donc c'est une découverte formidable, évidemment, et ça le conduit à proposer une... je vais vous présenter. Voilà, donc la partie d'après, c'est la population mondiale, une vaste famille. Et on va regarder des arbres phylogénétiques, donc c'est-à-dire ces espèces d'arbres généalogiques reconstruits à partir soit de l'ADN mitochondrial, soit à partir du chromosome Y. Et donc en première partie, on va voir la reconstruction à partir de l'ADN mitochondrial, donc ADN-MT en abréviation. Donc là, c'est encore une fois, c'est les travaux de Nathaniel Jeanson. C'est reconstitué, évidemment, il n'a pas accès au chromosome Y ou à l'ADN mitochondrial de toute l'humanité, mais c'est reconstruit à partir de grosses bases de données où vous avez des centaines d'individus dont l'ADN a été analysé, et donc ça permet de reconstituer ces arbres phylogénétiques. Juste pour lire un peu le graphique, donc là c'est le centre, ça va être tous les ancêtres communs, et ensuite là vous avez toutes les branches, donc les populations actuelles viennent de ces branches, donc voilà, ça va être le bout des branches. Ensuite les branches, vous voyez il y a des nœuds intermédiaires qui correspondent au final à des ethnies, à des familles de populations, à des peuples, etc. Et donc ce qu'on voit, on voit pas mal de choses. On voit qu'il y a toutes les branches qui sont liées. Donc ça, on retrouve évidemment cette idée d'avoir une nève mitochondriale, c'est-à-dire d'une mère commune à toute l'humanité en voie matrilinéaire pure.
Et surtout, et c'est là où c'est absolument magnifique, c'est qu'on retrouve 3 nœuds communs. Voilà, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Si vous avez bien suivi, normalement, vous pouvez... Les belles sœurs de Noé. Oui, c'est ça, les belles filles de Noé. Les belles filles de Noé. Tout à fait. Et donc, enfin voilà, donc c'est formidable de se dire qu'à partir de l'ADN mitochondrial de la population mondiale, on retrouve dans une base de données, on peut retrouver au final ces ancêtres de l'humanité dont nous parle la Bible. Donc ça, c'était au niveau de notre lignée matrilinéaire pure. D'ailleurs, j'ai bien envie de dire ça, notre lignée matrilinéaire, parce que c'est notre arbre généalogique à tous, au final. Et donc là, ça va être... on va faire la même chose donc, pour la lignée patrilinéaire de toute l'humanité. Donc c'est l'arbre phylogénétique pour le chromosome Y. J'en ai pris il y a une étude de Carter qui date de 2018, donc c'est hyper récent. Et qui est tiré du 1000 Genome Project, donc là c'est sur 1200 chromosomes Y, donc c'est-à-dire 1200 personnes de sexe masculin. Et ensuite le schéma de droite qu'on verra après, c'est sur 600 hommes du monde entier, et donc là c'est fait par Nathaniel Jensen, dont on a déjà parlé, et c'est publié en 2022, donc très récent aussi. Encore une fois, pour le lire, les extrémités, alors là c'est très zoomé, on voit pas, on a l'impression qu'il y a moins de diversité, mais c'est pas forcément le cas. Nous, on est, enfin du coup là c'est plus les hommes, mais sont tout au bout, à l'extrémité de ces branches. Ensuite, tous les nœuds communs correspondent aux ancêtres d'une ethnie, d'un peuple, etc. Et ensuite, et donc là on voit bien, on a un nœud commun qui correspond à l'Adam Y chromosomique. Voilà, et le deuxième schéma. Diabolique. Voilà, à la grâce de Dieu. Donc le dernier schéma, oui, c'est presque fini. Le dernier schéma, c'est un peu le même type d'arbre généalogique, mais c'est un schéma que vous connaissez un peu plus, un schéma beaucoup plus linéaire. Et donc là, les hommes actuels donc, sont ici. J'aimais bien ce schéma parce que il vous met en même temps les grandes familles ce qu'on appelle les grands haplogroupes qui correspondent à des grandes familles de chromosomes Y. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver, je pense que c'est même sur Wikipédia, ces familles-là, et qui correspondent globalement à des origines géographiques. Donc par exemple ici c'est l'Asie, un peu Afrique, Asie, Pacifique. Là ça va être plutôt Europe, Moyen-Orient, et en haut ça va être plutôt Pacifique, Asie, Amérique. Et ce qu'on voit, encore une fois, c'est que, donc là c'est les hommes d'aujourd'hui, là ça va être les ancêtres communs, tout le monde descend d'un ancêtre commun, le fameux Noé ou Adam. Et ici on retrouve, encore une fois, on retrouve 3 branches principales de l'humanité qui peuvent correspondre aux 3 fils de Noé. Donc on retrouve... Pardon ? Sam, Cam et Japheth, oui, tout à fait. Et alors, c'est analysé, donc il y a un livre qui a été publié par Nathaniel Jensen, qui s'appelle, désolé pour mon accent, Traced, T-R-A-C-E-D, et qui relate un peu tout ça et qui le met vraiment en parallèle. Donc non seulement avec la Bible, ça c'est pour l'origine, donc pour Sam, Cam et Japheth, et ensuite la répartition dans le monde. Mais il le met aussi en parallèle, et je pense que c'est là où finalement son étude a vraiment de la valeur. Il le met aussi en parallèle avec des événements historiques
qu'on connaît et qu'on sait dater. Donc par exemple, il regarde un peu la différence entre deux haplogroupes qui sont l'haplogroupe N, vous voyez, c'est en jaune, qui correspond plus à des populations qui vivent en Sibérie, et à l'haplogroupe O, qui vit plutôt dans l'est de l'Asie. Et il regarde pas mal de divergences, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'il retrouve, c'est qu'il y a eu deux invasions vraiment principales en Chine, une invasion mongole principale. Vous avez eu une première invasion entre l'année 100 et l'année 400 de notre ère. Et donc c'est une invasion très conséquente parce que on a une stèle qui date de cette époque et qui parle de 100 000 guerriers à peu près. Et vous avez ensuite cette ethnie qu'on appelle les Xianbei qui prennent le contrôle d'une partie nord de la Chine et qui établissent carrément une dynastie. Et ensuite, vous avez une deuxième invasion mongole qui arrive, si je me souviens bien, entre 1200 et 1400, enfin c'est à peu près l'ordre de grandeur, et qui retrouve encore une fois au niveau des séparations entre les différentes familles de chromosomes Y. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. J'ai pris un exemple dans le livre, mais le livre en est vraiment truffé, c'est que ça. Il refait l'histoire de l'humanité en repartant de ce qu'il constate au niveau de ces arbres phylogénétiques, en gros des relations qu'on voit entre les hommes au niveau de leur chromosome Y. Honnêtement, je vous conseille de le lire. Je fais de la pub, mais ça vaut vraiment le coup. Il explique aussi. Oui, vous donnez le titre et le nom de l'auteur. Oui, je peux l'écrire. Ça m'évitera de devoir le reprononcer. J'espère que j'écris assez gros. Et l'auteur s'appelle Nathaniel Ginson. Donc pour l'instant, ça n'existe qu'en anglais. L'ouvrage est très bien vulgarisé. Voilà. Moi, je trouve même un tout petit peu trop, mais c'est le parti qui prend. C'est très américain aussi comme manière de faire. En revanche, vous avez des études qui sont publiées en ligne et que vous pouvez trouver. Donc j'en ai cité quelques-unes, mais vous pouvez les trouver vous-même. Et donc là, pour le coup, il faut rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on descend tous par voie patrilinéaire pure d'un unique Adam Y chromosomique. Donc ça, c'est admis par tout le monde. On descend tous par voie matrilinéaire pure d'une unique Ève mitochondriale. Idem, c'est vraiment reconnu par tout le monde. Vous pouvez en parler à l'extérieur, il n'y a aucun souci, tout le monde sera d'accord. En revanche, il est raisonnable, voire souhaitable, et ça c'est ce qu'on a vu, et c'est un peu l'apport des scientifiques qu'on a vu ici, c'est qu'il est raisonnable, voire souhaitable d'identifier ces personnes avec Adam, Noé et Ève, et donc avec tous ces personnages bibliques. On a vu que c'était... on l'a vu à la fois à la forme des arbres généalogiques et aussi par rapport à la vitesse de mutation. Et il est raisonnable aussi, voire souhaitable, d'adopter des datations courtes. Donc c'est ce que je vous ai montré sur le graphique qui permettait de comparer la diversité qu'on retrouve actuellement par rapport à un modèle créationniste versus un modèle évolutionniste. Le modèle créationniste est beaucoup plus probant. Et ensuite, les arbres phylogénétiques reconstruits à partir de l'ADN de centaines d'êtres humains sont en accord surprenant avec le récit biblique, et ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Donc vous voyez, là on a vraiment une forme d'étoile qui est quand même très nette, qu'on voit super bien, et qu'on peut très bien expliquer dans un modèle créationniste, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait une toute petite, mais vraiment toute petite population au début, et que cette toute petite population s'est dispersée, je ne sais pas si c'est français, dispersée très rapidement, et ensuite ne s'est quasiment pas remélangée. Et donc ça, c'est très compatible avec un modèle type
déluge puis Babel. En revanche, si on est dans un cadre un peu évolutionniste, ça veut dire qu'il va falloir invoquer des goulots d'étranglement, mais enfin voilà, des endroits un peu impossibles, donc c'est quand même très très complexe. Ça cadre beaucoup mieux avec un cadre créationniste et c'est beaucoup plus complexe à expliquer dans un cadre évolutionniste. Voilà, donc ça c'était ma dernière conclusion, qu'on retrouve Babel, on retrouve les fils, les belles filles de Noé. Et voilà.